Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette 10e conférence à distance portant toujours sur le module droit social pour les étudiants du S3, principalement ceux de la faculté de droit de Meknès. J'avais indiqué dans la précédente séance que ce cours sera consacré aux différentes formes que prend le contrat de travail, si vous voulez, les types de contrats de travail qui existent. Mais avant tout, comme je l'avais promis, nous avons créé un groupe WhatsApp pour les étudiants du S3 de la faculté de droit pour qu'il puisse y avoir un échange entre nous, notamment pour poser certaines questions ou certaines interrogations qui relèvent plutôt de la pédagogie du cours et de la méthodologie empruntée par ces leçons à distance. Donc je vous invite, étudiants de la faculté de droit de Meknès, de la section française du semestre 3, à vous inscrire dans ce groupe WhatsApp. Je me permettrai de vous donner le numéro de téléphone de son administrateur pour que vous puissiez le faire en toute aisance. Mais avant tout, et comme j'avais toujours promis, dans le cadre de ce groupe, il y a deux questions qui m'ont été posées. D'abord, une question qui porte sur les congés de maternité de la femme. Une question m'a été posée pour dire pourquoi ce n'est pas la même période dans tous les secteurs d'activité. Non, c'est la même période dans tous les secteurs d'activité régis par les dispositions du Code du travail. Que nous soyons devant un secteur agricole, industriel, commercial, profession libérale, chaque fois qu'on est en présence d'un contrat de travail où une femme salariée accouche, elle bénéficie de 14 semaines avant l'accouchement, 6 semaines s'il y a des complications, 3 mois sabbatique pour éduquer son enfant si jamais il en fait la demande, et 1 année si jamais il souhaite éduquer son enfant. Ceci est applicable à tous les secteurs d'activité. Bien entendu, la fonction publique a ses propres spécificités, mais vous avez également des statuts de certaines entreprises publiques ou des statuts particuliers qui contiennent des dispositions beaucoup plus favorables que celles qui sont prévues par les dispositions du Code du travail. Mais le Code du travail constitue le minimum que tout employeur doit respecter. Donc, en réponse à votre question, je vous dis que les périodes prévues par les dispositions du Code du travail sont les mêmes pour tous les secteurs d'activité, de quelque ordre qu'ils soient. Deuxième question qui m'a été posée toujours dans le groupe WhatsApp, s'agissant des temporaires et des occasionnels des administrations publiques régies par la circulaire FP 31. La personne se demande pourquoi ces catégories-là sont exclues, pourquoi on leur applique cette circulaire. C'est une aberration de notre jurisprudence. Je le dis haut et fort. Et je pose cette question juridique. Est-ce qu'une circulaire peut être supérieure à une loi votée par le Parlement? Une circulaire établie par tel ou tel ministre peut-elle prévaloir sur une loi votée par le Parlement? La circulaire date des années 60. Le Code du travail est venu voir le jour. Il est entré en application le 8 juin 2004. À partir de cette date-là, c'est ce Code du travail qui devrait être appliqué. D'autant plus qu'il est clair, net et précis. Il indique que tous les salariés des administrations et des entreprises ou ceux qui travaillent pour quelque ordre, que ce soit pour ces deux entités et qui ne sont pas régis par une loi particulière, on indique une loi, des dispositions particulières, seraient régies par le Code du travail. On dit que le Code du travail est le code de celui qui n'a pas de loi. Mais malheureusement, la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, je ne sais pour quelle raison, continue à dénier le statut de salarié à ces gens-là en indiquant que c'est des salariés temporaires ou occasionnels et par conséquent, il y a une circulaire spécifique qui leur sont applicables et cette circulaire-là qui devrait s'appliquer étant entendu que si jamais, après un certain nombre d'années, 20 ans, 30 ans de service, il suffit que le responsable de l'administration, le directeur de cette administration, prenne une décision pour dire à ce monsieur-là qui a travaillé pendant 15 ans, 20 ans, vous êtes viré, vous êtes licencié, il n'y a plus de contrat. Et ce
personne-là ne peut pas prétendre aux indemnités allouées pour les autres salariés qui travaillent comme les autres salariés qui travaillent dans les autres secteurs. Donc, c'est une aberration. Je m'insurge contre ces aberrations et je souhaite que très rapidement, les jugements de fond et la chambre sociale de la Cour de cassation puissent appliquer la loi, la hiérarchie de la loi, et en l'occurrence, le Code du travail qui est applicable à ces salariés des secteurs, ces salariés occasionnels, temporaires, des secteurs publics et des administrations publiques. On ne peut pas donner à une circulaire une valeur juridique supérieure à celle du Code du travail. Ceci étant dit, s'agissant maintenant que nous avons une idée à travers le cheminement, à travers tout le parcours que nous avons passé ensemble, du recrutement jusqu'au caractère du contrat de travail, jusqu'à, la distinction du contrat de travail avec les contrats qui suivent son voisin, jusqu'au, bien entendu, tout ce qu'on avait étudié jusqu'à maintenant, on peut se poser la question, comment un employeur peut-il recruter? Nous en avons répondu. À travers quoi? Nous en avons répondu. À travers un contrat de travail. Ce contrat, est-ce qu'il doit obéir à des impératifs? Nous en avons répondu. Les conditions de fond et de forme. Mais maintenant, posons-nous la question. Quel type de contrat peut-on faire valoir dans une relation de travail? Et là, nous avons une panoplie de distinctions, différentes possibilités de différenciation des différentes sortes de contrats. Soit on envisage cette distinction par rapport au temps du contrat, et là on distingue les contrats à durée déterminée des contrats à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée, c'est pour une période allant de telle date jusqu'à telle date. C'est pour ça qu'on appelle contrat à durée déterminée. Contrat à durée indéterminée, en principe, le contrat devrait continuer jusqu'au décès du salarié, jusqu'à la retraite du salarié, ou jusqu'à ce que le salarié présente sa démission, ou encore lorsqu'il y a une force majeure qui oblige et qui rend impossible la continuité de la relation de travail, ou encore lorsque l'employeur décide unilatéralement de mettre fin au contrat de travail, mais à condition qu'il invoque un motif valable, un motif réel et sérieux vis-à-vis de ce salarié, comme par exemple une faute grave commise par ce dernier. Donc, première distinction par rapport à la durée du contrat de travail, et là, on distingue le contrat à durée déterminée du contrat à durée indéterminée. On peut faire une autre distinction par rapport au temps que le salarié doit respecter dans le cadre de ce contrat de travail. Et là, on distingue entre deux types également de contrats. Les contrats de travail où le salarié exerce son activité toute la journée, c'est-à-dire pendant toute la durée légale journalière du travail, qui est fixée aujourd'hui à 7h26, à la semaine, 44 heures par semaine, et au mois à 191 heures par mois. Si le salarié est engagé pour toute cette période-là, on dit que c'est un salarié à plein temps. Donc la durée du contrat de travail peut être une durée à plein temps. Peu importe, dans cette distinction-là, peu importe sa durée réelle. Est-ce qu'on peut être en présence d'un CDD à plein temps, comme on peut être au-devant un CDI en plein temps. Mais il y a également une autre répartition par rapport toujours au temps passé au service de l'entreprise. Le salarié ne travaille pas pendant les heures normales de travail, pendant la durée légale du travail, pendant la durée prévue par la loi. Il travaille moins que ce que prévoit l'article 184 du Code du travail portant sur la durée du travail. Il travaille par exemple 2 heures par jour, 1 heure par jour, 4 heures par jour. On dit qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel. Donc on peut être lié par un CDD à plein temps, comme on peut être lié par un CDI à plein temps, de la même manière qu'on peut être lié par un CDI à temps partiel ou un CDD à temps partiel. Un CDD pendant 3 mois où je ne vais travailler que 2 heures ou 3 heures par jour. Vous allez me dire, monsieur, mais on ne peut pas travailler 2 heures par jour. Si,
Vous avez les experts comptables qui travaillent pour les comptes des entreprises. Et une petite entreprise n'a pas besoin d'engager un salarié tout le temps. Il le fait travailler le temps nécessaire pour maintenir sa comptabilité. Vous avez également des entreprises qui font appel à une femme de ménage pour nettoyer l'entreprise, mais cette femme de ménage travaille 1 heure, 2 heures pour faire le nettoyage tous les jours. Donc il ne travaille pas à plein temps, il travaille à temps partiel. Vous avez également des femmes qui veulent concilier leur vie conjugale, leur situation de mère au foyer avec leur statut de salarié et ils cherchent plutôt à s'engager dans des contrats à mi-temps. Qu'est-ce qu'un contrat à mi-temps? C'est un contrat où l'on s'engage à travailler, au lieu de travailler 44 heures par semaine, on travaille uniquement 22 heures par semaine et au lieu de travailler 8 heures par jour, on ne travaille que 4 heures par jour. Donc, première distinction par rapport à la durée. Durée indéterminée ou durée déterminée. Deuxième distinction par rapport au temps passé au service de l'entreprise, temps partiel ou mi-temps d'un côté ou plein temps de l'autre côté, ce qui est le contrat en principe normal. Juste un petit mot. On ne peut pas être engagé dans le cadre d'un mi-temps, d'un contrat de travail à mi-temps ou à temps partiel, ou d'un CDD sans qu'il y ait un écrit. Parce qu'il incombe au salarié qui prétend qu'il travaille pour un mi-temps ou un temps partiel d'apporter la preuve devant le juge. Et cette preuve-là ne peut être faite que par un écrit. C'est la raison pour laquelle ce type de contrat, qu'on appelle les contrats précaires, on les appelle également les contrats atypiques, alors qu'au de l'échange, pourquoi elles sont précaires? Pourquoi ils sont atypiques? Parce que le mode normal de recrutement d'un salarié, c'est de le recruter dans le cadre d'un CDI, un contrat à durée indéterminée, à plein temps. L'exception, c'est de recourir à ce type de relation de travail qui ne garantit pas un véritable statut, qui ne garantit pas un salaire important pour le salarié pour vivre et faire vivre sa famille. C'est la raison pour laquelle on dit qu'ils sont des contrats précaires. Il y en a plusieurs. On peut également faire une autre distinction. Le contrat de travail est un contrat successif, donc en principe, le salarié travaille tous les jours de la semaine, tous les jours du mois, tous les jours de l'année. Mais il y a un autre type de contrat, c'est-à-dire le travail à la carte ou à la demande. Je donnerai l'exemple type des poissonneries, des usines, de les conserveries de poissons de Asfi. Ils ne travaillent que lorsqu'il y a du poisson et chaque fois qu'il y a un camion de sardines qui s'amène, on appelle les salariés. Ce genre de contrats, ce sont des contrats temporaires, si vous voulez peut-être même saisonniers, mais le salarié travaille d'une manière permanente pour le compte de cette usine d'emballage ou de conserverie de poissons, mais à la demande. Chaque fois qu'il y a du travail, on fait appel à lui et le temps où il n'y a pas de travail, il reste chez lui. On peut également faire une autre distinction par rapport les parties au contrat. Je répète, par rapport à la durée, CDD, CDI, par rapport le temps, contrat à temps plein, contrat à temps partiel ou à mi-temps. Par rapport aux parties, on distinguera donc les contrats où il y a 2 parties, le salarié et l'employeur d'un côté. C'est la plupart des contrats sont de ce genre, de ce type-là. Mais il y a un autre type de contrat de travail, un autre type de relation de travail qu'on appelle l'externalisation, le sikhraj. L'entreprise ne souhaite pas recruter les salariés elle-même, mais il souhaite qu'une entreprise s'occupe de tel ou telle prestation, tel ou tel travail dans ses locaux. On dit qu'il s'agit d'une relation triangulaire, à la katulatia. Pourquoi? Je vous explique. Telle société vous dit, mon métier à moi, c'est de produire le ciment. C'est mon métier, c'est mon savoir-faire. Mais les métiers périphériques à côté de la production du ciment et qui sont nécessaires pour mon entreprise, ça ne relève pas de ma compétence. Et je ne suis pas spécialiste de ces métiers-là.
j'ai besoin de faire du nettoyage dans l'entreprise, mais moi, mon métier, c'est la production de ciment. Je ne connais rien en matière de nettoyage. Je n'ai pas l'appareillage nécessaire pour le nettoyage. Mon métier à moi exige la production du ciment, mais il exige également à ce que l'usine soit surveillée, soit sécurisée. Et par conséquent, j'ai besoin des agents de sécurité pour ce faire. Mais ce n'est pas mon métier, la sécurité. Il y a peut-être d'autres entreprises qui le font mieux que moi. Mes salariés habitent à tel ou tel endroit de la ville de Meknès et je suis dans l'obligation, pour qu'ils respectent l'horaire de travail et les conditions normales de travail, de les transporter de leur lieu du travail, ou du moins des lieux de ramassage, jusqu'à l'entreprise. Mais mon métier à moi, ce n'est pas le transport. Je ne peux pas acheter un bus, réparer le bus, embaucher un chauffeur et un aide-chauffeur, et faire la vidange de ce bus, et faire les réparations mécaniques nécessaires, etc. Ça ne relève pas de ma compétence et de mes attributions et de mon savoir-faire. Mais il y a des sociétés qui s'occupent du transport et qui ont le matériel nécessaire et les compétences nécessaires pour ce faire. Le Code du travail, à travers son article 86, indique que cette entreprise-là, elle peut faire appel à une entreprise spécialisée pour exercer une prestation de travail ou un service pour son compte. On appelle cette prestation-là la sous-entreprise. Aqd al-muqawala min al-batin. Elle a été définie par les dispositions du Code du travail. Permettez-moi de chercher le Code du travail. Elle a été définie par l'article 86 du Code du travail comme étant: le contrat de sous-entreprise est un contrat établi par écrit. Vous voyez ce que je vous avais dit dans le précédent cours. L'écrit est parfois exigé par la loi elle-même, par le Code du travail lui-même. Donc, pour le contrat d'entreprise, de sous-entreprise, pardon, l'écrit est fondamental. L'écrit est une condition sine qua non de l'existence de ce contrat de sous-entreprise, qui est défini par l'article 86 comme étant: le contrat de sous-entreprise est un contrat établi par écrit par lequel un entrepreneur principal, la société qui produit le ciment, charge un sous-entrepreneur, le transporteur, l'entreprise de nettoyage, l'entreprise de sécurité, qu'est-ce que j'en sais, l'entreprise qui fait la comptabilité. Toutes les prestations sont possibles dans l'entreprise. Il le charge de quoi? De l'exécution d'un certain travail ou la prestation de certains services. De l'exercice d'un certain travail ou de la prestation de certains services. Une entreprise engage une autre entreprise pour s'occuper du nettoyage dans le locaux de cette dernière. Une entreprise demande à une autre entreprise de s'occuper du transport des salariés, de la surveillance du site où il produit, de la restauration de l'ensemble des salariés. Ce genre de relation fait que le sous-entrepreneur, al-muqawil min al-batin, il vient dans l'entreprise qui demande ses services. Avec quel salarié? Avec les salariés de l'entreprise A, la productrice de ciment, le producteur de ciment, ou avec ses propres salariés? Bien sûr qu'avec ses propres salariés. Mais le salarié, il travaille pour qui lorsqu'il fait de la restauration au sein de l'entreprise, lorsqu'il fait du nettoyage au sein de l'entreprise, lorsqu'il fait de la surveillance au sein de l'entreprise? Bien sûr, il travaille pour le compte de la société de ciment. Donc nous sommes devant trois parties. Une entreprise qui A, l'entreprise de production du ciment, qui demande à l'entreprise B, l'entreprise de nettoyage, de gardiennage, de transport, de restauration, de venir avec ses salariés, donc les salariés de l'entreprise B, prestataire de services, pour exercer une activité où? Dans les locaux de l'entreprise A. C'est pour ça qu'on appelle ces relations triangulaires. Il y a trois parties dans ce type de contrat. Le contrat de sous-entreprise nous met en présence de trois parties. Partie 1, l'entreprise qui va utiliser les services et le travail de l'autre entreprise. La partie 2, c'est l'entreprise prestataire de services qui va venir avec ses propres salariés. Et la partie 3 de ces contrats triangulaires, c'est le salarié
qui, malgré le fait qu'il travaille pour l'entreprise B, mais il exécute la prestation de travail non pas chez les locaux de l'entreprise B, mais plutôt chez les locaux, dans les locaux de l'entreprise A. Nous retrouverons le même schéma s'agissant de CTT, le contrat de travail temporaire avec les entreprises de travail temporaire. Alors, par rapport à ce contrat, et on va voir quelle est la distinction tout à l'heure avec le premier contrat. J'ai besoin de main-d'œuvre, mais pour une période déterminée, pour une période qui ne peut en aucun cas excéder 6 mois, maximum 6 mois. Au lieu de le recruter moi-même dans le cadre d'un recrutement, comment dirais-je, personnel de l'employeur, ou de faire appel à une agence de recrutement, ou de faire appel à l'ANAPEL pour ce faire, je préfère aller voir une entreprise de travail temporaire chez laquelle plusieurs compétences sont inscrites dans son ordinateur pour lui dire, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des salariés qui s'occupent de la maintenance informatique? Oui, j'ai des ingénieurs et j'ai des techniciens. Alors j'ai besoin de 2 ingénieurs et de 40 techniciens. Est-ce que vous pouvez me les envoyer de telle période à telle période? De telle période à telle période, étant entendu que la période ne doit jamais dépasser 6 mois. Donc nous sommes également en présence de 3 parties. Le Code du travail appelle la première partie, l'employeur, la personne morale ou la personne physique chez laquelle les salariés de l'entreprise de travail temporaire vont travailler, il l'appelle l'entreprise utilisatrice, al-muqawala, al-mustamila. Il appelle l'entreprise qui va venir avec ses salariés travailler pour le compte de cette entreprise utilisatrice, l'ETT, l'entreprise de travail temporaire. L'entreprise de travail temporaire met à la disposition de l'entreprise utilisatrice les salariés qu'il demande. On appelle ces salariés les salariés temporaires, ou si vous voulez, en France, on les appelle les intérimaires. Les intérimaires, ou si vous voulez, pour reprendre l'appellation du Code du travail, les salariés temporaires. Salariés temporaires dans le sens où ils vont travailler 6 mois, et salariés temporaires dans le sens où ils ne sont pas liés par un contrat de travail avec l'entreprise utilisatrice, mais plutôt avec l'ETT, avec l'entreprise de travail temporaire. Donc vous voyez que par rapport les parties au contrat, nous distinguons les contrats bilatéraux entre un employeur et un salarié, c'est le CDD, c'est le CDI, c'est le CDD à temps partiel, ou le CDD à plein temps, ou le CDI à temps partiel, ou le CDI à plein temps avec un employeur. Et de l'autre côté, nous avons une relation, il y a 3 parties dans le contrat. La partie numéro 1, qui engage une autre entreprise pour travailler pour son compte, ou la partie numéro 1 qui demande à une autre entreprise, je vais utiliser cette expression, de lui louer, et je mets ce mot entre guillemets, donc il va louer, entre guillemets, ses salariés pendant une durée qui ne peut en aucun cas dépasser 6 mois. Cette relation triangulaire, obligatoirement, nous met devant 2 contrats, et non pas un contrat. 2 contrats. Comment? Si la relation bilatérale nous met devant un seul contrat entre l'employeur et le salarié, les relations triangulaires nous mettent devant 2 contrats, dans la mesure où lorsqu'il s'agit de la sous-entreprise, l'entreprise de gardiennage, de surveillance, de transport, de restauration, de comptabilité, ce que vous souhaitez, est lié par l'entreprise principale, Muqawil Asli, par un contrat commercial. Un contrat commercial. C'est entre 2 commerçants. Si jamais il y a un litige entre eux, le tribunal qui serait compétent est le tribunal de commerce. Donc cette entreprise de production de ciment demande à l'entreprise de nettoyage, de faire le nettoyage du site, matin et soir, moyennant des honoraires forfaitaires qu'il fixe. Et cette entreprise-là met la main-d'œuvre nécessaire
pour justement répondre aux obligations contractuelles telles que prévues dans le contrat de sous-entreprise. Si jamais il y a un litige entre l'entreprise de production de ciment et l'entreprise de gardiennage, de nettoyage, de restauration, de transport, etc., ce litige-là, parce qu'il est entre deux sociétés, la compétence relève du tribunal de commerce. Cette entreprise, il va exécuter sa prestation pour l'autre entreprise avec ses salariés. Il y a un deuxième contrat qui est le contrat entre les salariés et l'entreprise de témoignage, l'entreprise de transport, l'entreprise de restauration, etc. C'est un véritable contrat de travail régi par les dispositions du Code du travail. Pour ce contrat-là, c'est le contrat de travail qu'on a étudié jusqu'à présent. Pour le premier contrat, c'est un contrat commercial de prestation de services. On l'appelle communément contrat de sous-traitance entre deux sociétés régies par les dispositions du droit commercial. Il en est de même pour le CTT, le contrat de travail temporaire. Nous avons deux contrats. Un contrat entre l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de production du ciment, qui demande à l'entreprise de travail temporaire de lui louer 20 salariés. Donc, c'est un contrat entre l'entreprise qui va utiliser ses salariés, c'est pourquoi on l'appelle entreprise utilisatrice, et l'entreprise qui va prêter ses salariés, qu'on appelle ETT, entreprise de travail temporaire. Ce contrat, on l'appelle le contrat de mise à disposition. Bien sûr, ce contrat, il est entre un ETT et une entreprise utilisatrice. Si jamais il y a un problème, un litige, un contentieux entre ces deux parties, le tribunal, comme pour le premier contrat, et le tribunal commercial. Dès que les 20 salariés que l'ETT va envoyer à l'entreprise utilisatrice suite à ce contrat de mise à disposition, ce sont de véritables salariés liés à l'ETT par un véritable contrat de travail. Donc, qui est l'employeur, le véritable employeur assujetti aux dispositions du Code du travail? Ce n'est pas l'entreprise qui emploie ses salariés, l'entreprise de production de ciment pour notre exemple, mais c'est l'entreprise qui les emploie pour exercer ces prestations ou qui les emploie pour les mettre à la disposition de cette entreprise de production de ciment. C'est elles, au pluriel, qui sont les employeurs de ces salariés-là, ce qui nous fait dire que nous sommes en présence d'une relation triangulaire. Pour chacune de ces catégories-là, nous préférons une classification normale. Nous allons étudier le contrat de travail bilatéral, mais étudier par rapport à sa durée. Par rapport à sa durée. C'est-à-dire un contrat entre un employeur et un salarié, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Et nous allons étudier, Inch'Allah, dans une deuxième partie, les contrats triangulaires sous soit la forme de sous-entreprise, régie par les dispositions des articles 86 et suivants du Code du travail, ou encore le contrat de travail temporaire, régi par les dispositions de l'article 495 et suivants du Code du travail. Alors, première partie par rapport à la classification, CDD ou CDI, contrat bilatéral. Choisissez l'appellation que vous souhaitez. Avant l'adoption du Code du travail et son entrée en vigueur le 8 juin 2004, l'employeur avait les mains libres de choisir le type de contrat qu'il souhaite. Il n'y avait pas de restriction. Il n'y avait pas de garde-fou dans la loi pour l'empêcher à recruter le salarié selon la forme qu'il souhaite. L'article 1er du décret de 1948 qui fait office de statut type, c'est-à-dire Nidam Namoudaji de l'entreprise, Nidam SSI de l'entreprise, indique que si un salarié passe plus d'une année au service d'une entreprise, c'est un salarié permanent. يكون عاملا ولا مستخدما دائم. علاش؟ Parce qu'il a passé plus qu'une année.
Par contre, si un salarié passe moins d'une année au sein de l'entreprise, il est considéré comme un salarié temporaire. Le décret de 1948 qui est aujourd'hui abrogé. Si j'étais employeur, ça serait trop facile pour moi de garder un salarié tout le temps dans une situation de précarité, c'est-à-dire comme étant un temporaire toute sa vie. Comment je vais faire? Ben, je vais conclure avec lui un contrat de 10 mois, de 11 mois. Et à la fin du 11 mois, vous rentrez chez vous. Après un mois, vous revenez. Et je conclue un deuxième contrat pour 11 mois. À la fin du 11e mois, je lui dis rentrez chez vous. Et un mois après, vous revenez. Et je reconclue un troisième contrat et je peux le garder toute sa vie comme étant un temporaire. C'est la raison pour laquelle, avant l'adoption du Code du travail, nous avons vécu des situations où des salariés travaillent pendant toute leur vie pour le compte d'une entreprise en effectuant le même travail d'une manière continuelle, mais avec plusieurs contrats, avec une somme de contrats. Un premier contrat, un deuxième contrat, un troisième contrat, jusqu'à 20, jusqu'à 30 contrats. À un moment donné, la Chambre sociale de la Cour suprême, à l'époque on appelait la Cour de cassation la Cour suprême, indiquait non, je suis désolé, si le salarié occupe le même emploi pour le même employeur, dans la même entreprise, et il effectue le même travail, la somme des contrats de travail à durée déterminée fait que le juge la requalifie en CDI. Le juge nous dit que plusieurs CDD, pour effectuer le même travail pour le compte du même employeur, fait que je requalifie ces 6, 7, 8, 9, 10 CDD comme étant véritablement un CDI. Pourquoi, selon les juges, je dois le faire en tant que tribunal? Parce que la raison pour laquelle l'employeur recourt à ce type de contrat, c'est d'éluder aux dispositions protectrices pourtant sur le licenciement. Ça veut dire quoi? La justice s'est rendue compte que le fait que l'employeur embauche un salarié successivement dans le cadre de plusieurs CDD, son objectif c'est quoi? C'est d'échapper aux dispositions protectrices portant sur le licenciement. Si je dois licencier ce salarié, il me faut un motif valable. Si le motif n'est pas valable, je dois lui payer des indemnités. Pour échapper à tout ça, je conclus avec lui des CDD. Et la Cour de cassation a dit « niet ». Plusieurs contrats pour le compte du même employeur, pour exercer la même activité, le même travail, dans la même entreprise, moi, juge, je qualifie ces contrats à durée déterminée et je leur donne leur véritable qualification, à savoir des CDI. Lorsque les rédacteurs du Code du travail avaient voulu, bien sûr, réformer la loi du travail et adopter les nouvelles dispositions du Code du travail qui figurent aujourd'hui dans le dit Code, dans la loi portant promulgation du Code du travail. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit « Malheureusement, nos employeurs au Maroc recourent très souvent plutôt au CDD qu'au CDI. Ce n'est pas normal. Il faudra, parce que la Constitution nous indique qu'il faudra protéger l'emploi, parce qu'il nous donne droit au travail, donc il faudra protéger chaque personne qui a un travail via ce qu'on appelle la sécurité au travail. La sécurité de l'emploi, la sécurité au travail. Et on est sécurisé dans notre emploi lorsque l'employeur ne peut pas nous évincer, ne peut pas rompre le contrat de travail comme il veut, quand il veut. C'est la raison pour laquelle le Code du travail a révolutionné les modalités de recrutement des salariés. Comment il les a révolutionnés? Il nous a dit, messieurs les employeurs du Maroc, si vous souhaitez recruter un salarié, le principe, le contrat normal, le contrat de droit commun, c'est le CDI. Chaque fois que le poste à pourvoir est un poste permanent, chaque fois que le poste de travail que le salarié doit exécuter est un poste qui existe dans l'entreprise d'une manière continuelle,
La seule modalité de recrutement, le seul mode de recrutement, c'est le CDI. On dit que le contrat de travail à durée déterminée est le contrat de droit commun. C'est l'article 16 du Code du travail qui pose ce principe. Si un employeur souhaite recruter, si le poste de travail est un poste continuel, permanent au sein de l'entreprise, il ne peut pas recruter un CDD. Il ne peut pas recruter le salarié sous CDD. Le CDD n'est envisagé par les articles 16 et 17 du Code du travail que dans des cas limitativement déterminés. Ce qui veut dire quoi? Que le contrat normal est le CDI et le contrat d'exception, c'est le CDD, auquel l'employeur ne peut recourir que dans des cas et dans des situations limitativement, limitativement déterminées par le Code du travail. Quelles sont les situations où l'employeur peut, s'il le souhaite, recourir au CDD, mais d'une manière, comme je viens de dire, limitative. En dehors de ces situations, il lui est impossible de recourir au CDD, même s'il recourt à un CDD, même s'il conclut un CDD, même s'il qualifie le contrat avec le salarié comme étant un CDD alors que le poste permanent, le juge va requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée. Ils sont au nombre de 7 situations. Retenez-les, s'il vous plaît. 7 situations exceptionnelles où l'employeur peut recourir au CDD. Première situation, le remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu. Le remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu. Vous avez plusieurs situations où le contrat de travail, parce qu'il est un contrat, rappelez, successif, parce qu'il est un contrat successif, donc il continue pendant toute la vie d'y le salarié jusqu'à ce qu'il y ait rupture par décès, par démission, par licenciement. Il y a des situations heureuses ou malheureuses, où le contrat peut être suspendu. Pendant toute la période de l'accouchement de la femme, le contrat est suspendu. À la fin de la maternité, la femme reprend son poste de travail, nous l'avons indiqué. Si une personne est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le contrat est suspendu. Après la consolidation de ses blessures, il reprend son activité. Une personne peut également partir au service militaire. Une fois qu'il revient du service militaire, il reprend son activité. Une personne peut également, qu'est-ce que j'en sais, partir en congé, congé annuel, congé de formation. Il y a plusieurs situations où le contrat peut être suspendu et lorsque l'événement qui a causé la suspension disparaît, le contrat reprend son cours. Mais pendant toutes ces périodes où le salarié est absent, parce que son contrat a été suspendu, est-ce que l'employeur doit avoir les mains croisées parce que le poste est permanent et attendre le retour du salarié malade jusqu'à ce qu'il soit rétabli, alors qu'il s'agit peut-être d'une longue maladie du salarié? Est-ce qu'il doit attendre la victime d'un accident de travail jusqu'à ce que ses blessures soient consolidées? Le Code du travail permet à l'employeur, dans le cadre de l'article 16, une première exception pour recourir au CDD, c'est le remplacement des salariés dont le contrat a été suspendu. Quelle est la durée de ce contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu? C'est la durée de suspension. Je recrute Madame X pour remplacer Madame Y qui est partie en congé de maternité. La durée du contrat de Madame X est la durée d'absence pour maternité de Madame Y. Je recrute Monsieur X pour remplacer Monsieur Z parce que ce dernier, il est victime d'un accident de travail ou d'une maladie normale. Quelle est la durée du contrat de ce Monsieur Z? C'est la durée d'absence de Monsieur X. Donc vous voyez que la durée du contrat correspond à la durée de suspension. Première autorisation accordée à l'employeur pour recourir au contrat à durée déterminée, le remplacement d'un salarié dont le contrat a été suspendu. Deuxième situation,
Le Code du travail nous indique dans son article 16 que parfois l'entreprise connaît un accroissement. Mais cet accroissement, il est de nature temporaire. Je donne un exemple. Pendant la période qui précède l'Eid al-Kbir, ou qui précède l'Eid Ramadan, pardon, plusieurs entreprises connaissent un accroissement de leur activité. La centrale laitière, par exemple, il a besoin de produire plus de lait parce qu'il y a plus de demandes sur le lait pendant la période du Ramadan. Une entreprise connaît parfois une demande plus importante à ses produits durant une période de l'année. À titre d'exemple, en ce moment, il y a les fêtes de Noël en France, l'industrie du chocolat, l'industrie de ce qu'on appelle les produits fins, c'est le foie gras, c'est le magret de canard, etc. Ils connaissent aujourd'hui, en ce moment, un accroissement de leur activité, à telle enseigne que plusieurs entreprises dans ce secteur-là font parfois 80% de leur chiffre d'affaires annuel pendant la période du mois de décembre. Entre novembre et décembre, quelques entreprises font par exemple 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, le Code du travail indique que si jamais il y a un accroissement et que cet accroissement soit de nature temporaire, pendant toute la durée de cet accroissement temporaire, on peut recruter également des salariés pour occuper ce poste temporaire pendant toute la durée de l'accroissement. Un deuxième exemple. Vous allez à Marjan le lundi, par exemple, et le mardi, un jour de la semaine, et les clients sont rares et vous allez trouver qu'il y a une ou deux caisses qui sont ouvertes. Mais vous y allez aujourd'hui, la fin de l'après-midi ou la demain, toute la journée, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde. Donc Marjan connaît un accroissement de son activité les week-ends. Il n'est pas le seul. Plusieurs entreprises connaissent un accroissement temporaire de leur activité pendant un moment de la semaine. Mais il ne la connaît pas au courant de la semaine. Est-ce qu'il s'agit d'un accroissement temporaire de l'activité? Certainement pas. Vous allez me dire, pourquoi monsieur? Mais c'est un accroissement, il est temporaire. Oui, mais c'est tous les week-ends. C'est tous les week-ends. Donc c'est prévisible pour tous les week-ends. Donc il ne peut pas prétendre à la conclusion d'un CDD parce qu'il y a un accroissement temporaire de l'activité d'ILO le samedi et le dimanche. Mais vous y allez à Marjan ou n'importe quel supermarché, pour ne pas citer de nom, pendant la période du Ramadan, ou surtout celle qui précède le Ramadan, ou celle qui précède la rentrée scolaire, ou celle qui précède les Eid al-Kbir, ou celle qui précède les vacances. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde. Cet accroissement, est-ce qu'il existe ou pas? Certainement oui. Est-ce qu'il est temporaire? Oui, parce qu'il revient chaque année. Donc Marjan, pendant cette période d'accroissement de nature temporaire, il a le droit de recourir à des CDD. Deuxième exception, l'accroissement de l'activité à condition que cet accroissement soit de nature temporaire. Si une entreprise connaît un accroissement, mais durable, il est devenu, comment dirais-je, une entreprise plus laborieuse, plus productive, ce qui veut dire que elle doit embaucher pour pourvoir aux postes qui se sont créés suite à cet accroissement des CDI et non pas des CDD, parce que la production va continuer pendant longtemps. Le malheur du droit marocain, par rapport au droit français auquel on a copié cette disposition, c'est qu'il n'indique pas la durée. Si la durée pour le CDD, pour le remplacement, elle est claire, c'est la durée d'absence, elle a l'accroissement. Elle a de la durée de l'accroissement. En France, la loi précise que l'accroissement peut avoir une durée de 18 mois. Et si les produits sont destinés à l'exportation, la durée est plus longue, ce qui veut dire que la loi a fixé la durée de l'accroissement de l'activité pendant laquelle l'employeur français peut recourir au CDD pour justement faire face à cet accroissement temporaire alors qu'il y a un vide juridique au Maroc. Il y a un vide juridique au Maroc, ce qui il va certainement poser des problèmes devant la justice marocaine pour trancher le litige. Un exemple,
Une entreprise qui prétend qu'il connaît un accroissement temporaire d'activité pendant 2 ans. Et il conclut un CDD pendant 2 ans. Le salarié, après 2 ans, il dit, non, madame Moulkar, j'ai travaillé pendant 2 ans, ne me dites pas qu'il s'agit d'un accroissement temporaire. C'est un accroissement permanent. Et il recourt à la justice. En France, il y a une réponse. Au Maroc, c'est le juge marocain qui doit trancher à travers une jurisprudence, à travers une interprétation de la loi. À mon avis, à mon humble avis, tout accroissement temporaire d'activité qui dépasse 1 année doit être requalifié en CDI et il n'y a pas d'accroissement au-delà d'1 année. Il n'y a pas d'accroissement au-delà d'1 année. C'est un avis personnel, mais il faut encore qu'il soit entériné ou bien par une réforme des dispositions de l'article 16 par le législateur ou bien par une interprétation de tribunaux et de la jurisprudence. Troisième situation où l'on peut recourir au CDD. Lorsque la nature de travail est saisonnière. C'est quoi le travail saisonnier? Nous savons qu'il y a plusieurs secteurs où le travail est saisonnier. Le secteur touristique, à Tanja, à Agadir, à Marrakech et dans certaines villes côtières, ce n'est qu'en été, à la période estivale, où les hôtels sont pleins, où les restaurants sont pleins, ce qui veut dire que la saison touristique commence à partir du moment où il fait chaud, c'est-à-dire pendant la période d'été. À Agadir, la saison agricole sur certains produits, tels que les tomates par exemple, commence pendant la période de la production des tomates. Mais dans la même région d'Agadir, la saison des agrumes, limon, clémentine, il commence pendant la période où ces fruits existent dans les arbres. Donc vous voyez que la saisonnabilité, il varie d'un secteur à un autre. La pêche en haute mer, nous savons que pendant une période de l'année, 6 mois, il y a un repos biologique. Aucun bateau ne peut pêcher pour permettre aux poissons de se reproduire. Donc, il y a une saison de la pêche là où il est autorisé. Vous voyez donc la saisonnabilité diverge selon les secteurs d'activité. Le secteur touristique, le secteur agricole, le secteur de la pêche, et ainsi de suite. Comment définir la durée de la saison? Le Code du travail se contente de nous dire on peut recourir au CDD si le travail a un caractère saisonnier. Aucune définition. 2 arrêts de la Cour de cassation sont venus combler ce vide. Un arrêt nous indique, et il a plus ou moins copié le Code du travail français qui a donné une définition au travail saisonnier. Chez nous, au Maroc, il n'y a pas de définition du travail saisonnier. C'est la jurisprudence, c'est la Cour de cassation qui en a donné une, mais cette définition, il est plus ou moins copiée du Code du travail français. Que dit le Code du travail français sur la saisonnabilité de la définition du caractère saisonnier d'une activité? Est considéré comme activité saisonnière, ou si vous voulez, travail saisonnier. Tout travail qui revient avec un rythme cyclique. Ça veut dire qu'il y a un cycle. On parle par exemple du cycle de la femme, c'est là où il a ses règles qui reviennent chaque mois, à une période déterminée. Donc pour la saisonnabilité, il y a un cycle et un moment où il n'y a pas de cycle, un non-cycle. Donc il faut que le travail soit rythmé par des cycles. Le cycle peut être par exemple la saison, Shta. On ne peut skier à Oukaïmden ou à Michlefen que pendant d'abord l'hiver et en plus lorsqu'il neige. 2 conditions. Il faut qu'il y ait d'abord l'hiver, parce qu'il neige. Il ne neige que pendant la saison d'hiver, et en plus, il faut qu'il y ait de la neige pour que les stations de ski puissent
ouvrir. Et ceci revient périodiquement à travers des cycles dans l'année, pendant l'hiver. Selon toujours le Code du travail français, est considéré comme travail saisonnier tout travail qui revient à rythme cyclique. Pourquoi? Suivant en cela soit des considérations climatiques, soit des considérations de mode de vie collectif. Nous avons les conditions posées par le Code du travail français pour définir ce qui est un travail saisonnier. Il faut que ça soit un travail cyclique. Pourquoi il est cyclique? Parce que ce cycle obéit à des considérations climatiques. L'été, la saison touristique. La période du repos biologique, c'est pendant l'hiver où il faut laisser le poisson se reposer. La saison de l'été, pour par exemple les pêches, les nectarines, etc. La saison de l'hiver, pour les agrumes, etc. C'est des rythmes cycliques qui obéissent quoi? Qui obéissent à la saison d'été, à la saison d'hiver, à la saison de printemps, à la saison d'automne. Et ces travails, ce rythme, se répètent selon ce rythme qui doivent prendre en considération ce rythme cyclique. Ou bien le mode de vie collectif. À titre d'exemple, à Meknès, nous avons deux événements qui reviennent avec un rythme cyclique, mais qui n'obéissent pas à des considérations climatiques, mais c'est notre mode de vie collectif. Le Moussim d'El Cheikh El-Kamel, au Sidi Ali. Chaque année, après Eid el-Mouloud, vient le Moussim d'El Cheikh El-Kamel, et une fois qu'on a terminé le Moussim d'El Cheikh El-Kamel, dès que les gens ils prennent leurs affaires, ils vont vers le Moussim d'El Sidi Ali. Vous avez également annuellement, je pense à la fin du mois d'avril, le Salon international d'agriculture qui revient chaque année. Et pendant toute cette période-là, vous voyez qu'il y a une activité. Il y a un accroissement d'activité. Parce qu'il y a un travail qui revient chaque saison. Ce qui me oblige à poser cette question. Quelle est la différence entre l'accroissement temporaire de l'activité et le travail de nature saisonnier? Ils se ressemblent. Parce que dans le travail saisonnier, il y a plus de travail à un moment donné. Et dans l'accroissement temporaire de l'activité, il y a plus de travail à une période déterminée, où il y a l'accroissement. Ben, la distinction est simple. Lorsqu'on parle de l'accroissement temporaire de l'activité, il peut revenir une seule fois et ne jamais voir le jour après. Alors que pour le travail saisonnier, il revient chaque année. Chaque année, il y a un rythme cyclique qui fait qu'il revienne suite à des considérations climatiques ou suite à des modes de vie collectifs. C'est la définition qui a été donnée pour la saisonnabilité, le travail saisonnier dans le Code du travail français. Au Maroc, deux arrêts de la Cour de cassation se prononcent pour donner une définition de la saisonnabilité en indiquant d'abord le rythme cyclique et en indiquant le fait qu'ils doivent obligatoirement dépendre des saisons. Et surtout, il indique que ce contrat saisonnier ne peut en aucun cas dépasser 6 mois. En aucun cas, le contrat saisonnier ne peut dépasser 6 mois. Donc, on accepte qu'un travailleur agricole travaille dans une ferme pour faire la cueillette et juste après faire, qu'est-ce que j'en sais moi, l'opération de la taille. Juste après la taille, il y aura l'opération de le désherbage. Après le désherbage, il y aura l'éclaircissage. Et après l'éclaircissage, viendra la récolte. Donc, on peut travailler toute l'année. Mais on est un travailleur saisonnier lorsqu'on travaille dans l'agriculture pour telle opération qui revient à rythme cyclique, suivant des considérations climatiques, pendant une période qui ne dépasse en aucun cas 6 mois. C'est la définition qui a été donnée par les dispositions, par plusieurs arrêts, deux arrêts essentiels de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, de la Cour de cassation marocaine. Alors, troisième situation, si le travail est de nature saisonnier. Quatrième situation,
On peut recourir également au travail de nature sous forme de CDD dans le cadre d'un décret qui sera fixé après consultation des organisations syndicales les plus représentatives et les organisations des employeurs les plus représentatives. L'article 16 indique que le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans certains secteurs et dans certains cas exceptionnels fixés par voie réglementaire après avis des organisations représentatives des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou en vertu d'une convention collective du travail. Le Code du travail est entré en vigueur le 8 juin 2004. Donc, il est entré en vigueur le 8 juin 2004. Il est devenu le droit applicable au Maroc le 8 juin 2004. Il a fallu attendre 16 ans avant que le syndicat, avec le patronat, se mettent d'accord sur le décret d'application de l'article 16 pour fixer les situations où l'on peut recourir au CDD dans certains secteurs d'activité ou dans certains cas exceptionnels. À titre d'exemple, ce décret indique qu'on peut recourir à un contrat qui s'appelle le contrat de chantier, Aqd al-Warsh, à condition que ce contrat ne dépasse jamais, si jamais le contrat dépasse une année, le salarié ne peut pas travailler au-delà de cette période-là. C'est-à-dire, l'employeur doit rechercher un autre salarié pour travailler dans le chantier. Le contrat de chantier a été fixé par le décret à une période déterminée au-delà de laquelle le salarié ne peut en aucun cas renouveler un deuxième contrat, même dans le cadre d'un nouveau chantier avec le même employeur, un seul chantier, et après, c'est tout. J'avais écrit avec mon ami le professeur Chakani un article que vous pouvez récupérer sur ma page Facebook ou la page Facebook de M. Chakani ou encore sur certains sites électroniques qui produisent des articles et des publications de nature juridique حول المرسوم المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 16 من مدونة الشغل وسميناه حيت سنيناه 16 عام on l'a attendu pendant 16 ans سمينا ذاك l'article تمخض الجبل فولد فأرا تمخض الجبل فولد فأرا on a attendu 16 ans pour voir ça, ce qui veut dire que ce décret-là est insuffisant. Il apporte plus de précarité, il est incertain, il est très mal rédigé et par conséquent, il est sorti pratiquement mort juste après sa naissance parce que certaines de ces dispositions ne sont pas applicables. Cinquième situation où l'on peut recourir au CDD prévu par le Code du travail. Lorsqu'une entreprise ouvre ses portes pour la première fois. Les statistiques nous disent que pour une entreprise, il faut qu'il dépasse le cap de 3 années pour savoir qu'ils sont vivables. Moins de 3 années, à n'importe quel moment, il peut fermer parce que ça ne marchera pas. Le Code du travail, pour encourager ces entreprises à résister, il leur a dit, si vous ouvrez pour la première fois, vous avez la possibilité de conclure des CDD dans le secteur non agricole, industrie, commerce, profession libérale, etc., une durée de 12 mois, renouvelable une seule fois. Si l'entreprise continue, les contrats se transforment systématiquement en contrats à durée indéterminée. Dans le secteur agricole, on a le droit de conclure des CDD pour une durée de 6 mois, renouvelable 4 fois. Donc, dans les deux situations, la durée maximale le contrat pour l'ouverture d'une nouvelle entreprise, c'est 24 mois. Au-dessous de cette période, il est impossible de conclure des CDD et tous les contrats qui étaient CDD avant deviennent tacitement, par reconduction tacite, des CDI. Article 17, on les appelle les contrats projets dans la terminologie de la doctrine. Pour aider un projet à s'installer, le législateur donne plus de flexibilité à l'entreprise
pour lui apporter un soutien dans les secteurs agricoles 4 fois un contrat de 6 mois, dans les secteurs non agricoles un CDD d'une durée de 12 mois, soit l'entreprise ferme ses portes et par conséquent les salariés ils ne touchent rien parce que ce sont des contrats autorisés par la loi dans le cadre de l'ouverture de cette entreprise, soit il continue et les contrats qu'il avait conclus avec les salariés sous forme de CDD se transforment automatiquement, systématiquement en CDI. On dit qu'il y a reconduction tacite sous forme de CDI. 6e situation, il ressemble à la première, sauf que cette fois-ci, il ne s'agit pas de l'ouverture d'une entreprise pour la première fois, mais l'ouverture d'une de ses filiales. Une entreprise qui est installée à Casa, et il souhaite ouvrir une filiale ici à Meknes. Est-ce que ça marche? Non. Le Code du travail lui indique de la même manière que pour l'ouverture d'une entreprise pour la première fois, je vous autorise à conclure un CDD d'une durée de 12 mois si vous êtes une entreprise non agricole, renouvelable une seule fois, et si jamais vous continuez à exercer votre activité, vous devez systématiquement reconduire tous les contrats sous forme de CDI. Si vous êtes une entreprise agricole, vous avez le droit de conclure 4 contrats CDD d'une durée chacune de 6 mois. Si l'entreprise agricole, l'exploitation agricole continue à exister, tous les contrats se transforment en CDI systématiquement. 6e, donc, situation. 7e et dernière situation exceptionnelle où les employeurs peuvent recourir au CDD, c'est lorsque l'entreprise lance un nouveau produit pour la première fois. Je vous donne l'exemple suivant. Coca-Cola, à un moment donné, l'entreprise Coca-Cola a essayé de concurrencer Welmes, l'eau gazeuse. Et il a produit une eau qui s'appelle Bonaqua. Welmes est une eau gazeuse, c'est gazeuse, mais Coca-Cola, par un process d'osmose, il a gazifié l'eau. Donc l'eau تخرج من الروبيني عادية وتيديروا لها des mélanges باش ترجع gazifiée. Donc nous avons l'eau gazeuse اللي هي Welmes ou l'eau gazifiée علاش؟ لأن naturellement c'est une eau normale mais avec un process d'osmose etc., un process bien déterminé, on l'a gazifié. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui Bonaqua dans les épiceries, dans les supermarchés, etc. Elle a disparu. Pourquoi? Il n'a pas pu résister à la concurrence de Welmes. Welmes qui est une eau gazeuse. Donc, les lignes de production de Bonaqua dans les entreprises ont disparu. Imaginez si ces entreprises avaient embauché des salariés pour un contrat à durée indéterminée parce que le travail est permanent. Et que maintenant, il n'y a plus de production de Bonaqua. Ils seraient dans l'obligation de les licencier et de payer les indemnités. Aujourd'hui, le Code du travail vous indique que si vous lancez un nouveau produit pour la première fois, vous avez le droit de conclure un CDD d'une durée de 12 mois renouvelable une seule fois lorsque le secteur n'est pas un secteur agricole, et d'une durée de 6 mois renouvelable 4 fois lorsqu'il s'agit d'un secteur agricole. Après cette durée maximale de 24 mois, c'est-à-dire 2 années, tous les contrats se transforment en CDI. Ce sont là les 7 situations où le Code du travail autorise l'employeur à recruter des salariés sous CDD. En dehors de ces situations, il est interdit à l'employeur de recruter un salarié sous CDD. Parce que la forme normale, parce que le contrat normal de recrutement d'un salarié est le CDI, le contrat à durée indéterminée. Donc, demain, Inch'Allah, une fois que vous aurez votre maîtrise ou votre licence, et lorsque un employeur vous propose un CDD, et que CDD, ce contrat à durée déterminée, n'obéit pas aux dispositions figurant dans l'article 16
et 17, c'est-à-dire les 7 situations que je viens de vous indiquer, n'ayez peur. Concluez, signez ce CDD. Et à la fin du CDD, s'il vous dit merci de votre attention, au revoir, vous pouvez l'attaquer en justice et le juge requalifiera le contrat comme étant un contrat à durée indéterminée parce que l'employeur n'a pas le droit de recourir au CDD en dehors de ces situations telles que je viens de vous les indiquer et qui sont prévues par les dispositions de l'article 16 et 17. Pourquoi ? Parce que le contrat normal de recrutement, le contrat de droit commun est le contrat à durée indéterminée. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation, de la Chambre sociale de la Cour de cassation entérinent cette solution. Ça veut dire que même si les parties sont d'accord et ils ont signé et légalisé un contrat où le salarié reconnaît qu'il accepte de travailler sous CDD, mais en dehors de ces situations-là, le juge lui dit non, le contrat que vous avez conclu ne reprend pas les situations limitativement déterminées par les dispositions de l'article 16 et 17 et par conséquent, le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée. Et dans ce cas-là, dites-moi, monsieur l'employeur, quel est le motif? Quel est le motif de la rupture du contrat de travail? Est-ce que vous avez un juste motif? Est-ce que vous avez un motif valable? En France, on dit, est-ce que vous avez un motif réel et sérieux? Si vous n'en avez pas un, moi, juge, je vais conclure que la rupture du contrat de travail est une rupture abusive et par conséquent, vous devez payer les indemnités légales telles que prévues par le Code du travail, en l'occurrence l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et le dommage et intérêt. 3 indemnités, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de dommage et intérêt qu'on va étudier, Inch'Allah, une fois qu'on aura, qu'on engagera la discussion et les conférences sur la rupture du contrat de travail. Donc juste un moment de repos, après avoir étudié les contrats bilatéraux, le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, un moment de repos, Inch'Allah, et je reviendrai pour vous présenter les contrats triangulaires. Merci de votre attention, et si entre-temps vous avez des questions, posez-les, et je vous demande, mes étudiants du S3 de la faculté de droit, exclusivement les étudiants du S3 de la faculté de droit de Meknès, de vous inscrire. Le groupe WhatsApp créé par un ami, je vais vous donner le numéro tout à l'heure, parce qu'il est sur mon téléphone, je ne l'ai pas avec moi, et ceci vous permettra de communiquer directement avec moi en dehors de Facebook qui sera consacré les conférences. Le WhatsApp, ce sera consacré à vos interrogations et il n'en demeure pas moins que pour tous mes amis, les auditeurs qui m'entendent à travers le Maroc, s'ils ont une question ou une interrogation, s'ils souhaitent plus de renseignements sur telle ou telle question qui a été dite, qui a été produite, qui a été dissipée dans ce cours, toutes vos questions seront les bienvenues. Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir dans un instant.